De retour en studio, merci de nous suivre. Matin Bonheur, vous faites bien. Et nous ferons le maximum pour que ces moments vous soient fort agréables. Notre invité est Monsieur José Touré. Bonjour. Bonjour Marianne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, de rien. On vous sait très bousculé également. Oui, effectivement. Il y a un grand événement ici en Côte d'Ivoire pour lequel la RTI est partenaire. Abi Reggae Festival. Effectivement, je pense que cette année, la RTI est partenaire pour accompagner le festival. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas faire un grand truc dans ce pays quand même sans passer par la RTI. Pas bien. Donc cette année, je pense que le ministre Moussa Dosso a pensé à ça et puis voilà, c'est chose faite. C'est chose faite. Ouais. D'accord. Alors, Abi Reggae Festival, on a fait le lien parce que vous faites partie des organisateurs également de ce grand festival. Et parallèlement, vous êtes une personnalité incontournable de tout ce qui est showbiz à l'étranger également. Showbiz ivoirien à l'étranger. Ouais, sur le plan international, il faut dire que c'est une grâce. Puis bon, voilà, aujourd'hui, ça se paye. En tant qu'ambassadeur aussi de la culture africaine, la diaspora. Je pense que ça se passe bien et puis c'est ce qui m'amène à accompagner la Abi Reggae comme le Massa et puis d'autres festivals au Burkina et choses en Angola, tout. D'accord. Alors, on revient sur l'histoire, on revient sur le parcours de José Touré. D'abord, quand on vous écoute parler, vous avez un accent. On aurait pu penser que vous étiez américain. Vous l'êtes peut-être devenu, mais ce qui est sûr, vous êtes bel et bien ivoirien. Je suis bel et bien ivoirien. Je suis né à Abidjan. Mes parents viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Puis je suis allé plutôt aux États-Unis. Et c'est ce qui a un peu travaillé sur mon accent. Tout à fait. Bon, ça fait combien, 20, 30 ans? Oh, c'est une trentaine d'années que je suis allé très jeune. Et puis bon. Voilà, aujourd'hui, je reviens au pays avec quelque chose, c'est-à-dire autre expérience qui n'a rien à voir avec ce que j'étais au pays, où je jouais un peu au football comme tous les autres. Tous les autres, d'accord, on va revenir là-dessus. Qu'est-ce que représentent les images d'illustration que nous avons ici? Qu'est-ce que ça représente? Oh là, ça c'est chez Kool and the Gang, dans le Niger et aux États-Unis. Tout le monde connaît le groupe Kool and the Gang. She's fresh. Yeah, ça c'est Cool qui est là. Et puis c'est les awards, les grands mets qu'ils ont gagnés. Là, on se préparait pour une tournée là. Et non, même en venant en Côte d'Ivoire. On partait au Gabon, puis venir en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous voyez tous ces cadeaux, c'est chez Cool, c'est dans son ranch là, à New Jersey. Ah ok, à New Jersey. Voilà. Très bien. Alors, pour en arriver à comprendre comment ça se fait que vous soyez avec Kool and the Gang, qui est une légende, bien évidemment, de la musique. Effectivement, moi-même, écoute, c'est ce que j'ai dit, c'est le bon Dieu, tout ce que le bon... Parce que j'étais ici, j'attendais parler de Kool and the Gang. Maintenant, c'est Cool qui m'appelle et puis bon, on fait des trucs ensemble. Mais pour que Cool vous appelle, il y a eu tout un parcours, toute une histoire. Alors, si je ne m'abuse, au début, vous vouliez être footballeur. Footballeur. Comme tout bon Ivoirien. Exactement. Et tout. Et votre sœur vous a encadré, incité à partir aux États-Unis? Oui, c'est ma sœur qui était aux États-Unis avant moi. Et puis, bon, comme elle s'ennuyait, donc, on a même l'école de football, là, Touré Mamadou. Oui, ça c'est ma première licence et avec l'école de football de la SEC. À l'époque où je pense que c'est M. Francis Ognien qui était le président section football. Et puis, il y avait un blanc qui s'appelait Venk et un Ivoiro burkinabé, Bamogo Boukari, que je salue très bien de passage, qui a beaucoup fait pour nous. Et non, ce monsieur est encore là. Et ça, c'est génial, ça c'est bien. Ah oui, ce sont des bons vieux souvenirs. Oui. Alors, une fois aux États-Unis, vous déchantez un peu. Vous n'avez pas peut-être le profil requis pour en faire une carrière professionnelle. Vous avez dit vous arrêtez en cours de route? Oui, je me suis arrêté parce que d'abord, il fallait aller à l'école.
Et aux États-Unis à l'époque, pour jouer au football, il fallait aller à l'école, c'est-à-dire le soccer. Parce que moi, quand ma soeur m'a inscrit, on m'a envoyé sur un terrain de football. J'ai dit football, mais football américain. Et donc, j'ai passé seulement une journée avec eux pour leur dire que le football dont moi je parle, c'est pas où on attrape le ballon puis courir. Moi, c'est les pieds. Et donc, l'américain, on me dit que c'est ça, on appelle ça soccer ici. Donc, j'ai dit c'est de soccer que je parle. Et puis, bon, je jouais maintenant pour l'école, le soccer, mais il n'y avait pas de MLS, c'est-à-dire Major Soccer League, où M. Drogba joue aujourd'hui. Ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas. Donc, mais déjà ici, vous aviez la ferme volonté de percer. Oui, ça c'est à la SEC, voilà, M. Bamogo Boukari, à ma droite là. Puis on voit BD Willie James, ces gens qui ont quand même joué le championnat de Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs d'autres, je ne me rappelle pas de tous leurs noms maintenant. Mais c'est celui-là où il y a la flèche, il est entraîneur, lui qui est à côté. Mais là où il y a la flèche, c'est vous, hein? Oui, c'est moi qui suis là. Puis, bon, voilà quoi, c'est un parcours. C'est tout un voilà, parcours. mais je ne regrette rien parce que je suis là, je suis fonctionnaire international aujourd'hui. Alors, on continue la progression dans votre histoire, mais à quel moment vous avez choisi de changer d'option? À quel moment vous avez réalisé que vous allez faire autre chose que le football aux États-Unis? Effectivement, tout est parti de quand je cherchais maintenant à prendre mon indépendance moi-même, aller à l'école. Je ne voulais plus que ma mère m'envoie de l'argent. Il fallait maintenant aller faire des part-time boulots. Donc, je me suis fait embaucher dans un restaurant. J'ai d'abord lavé les assiettes, comme tout le monde. Comme tout le monde fait la plonge. Voilà, la plonge. Et puis, c'était un restaurant club. Donc, les gens qui venaient au club me confondaient à Eddie Murphy. Wow. Et donc, beaucoup mais de vous personnes... avez mis les lunettes, non? On ne voit pas trop aussi, non? Ok, je pense ça. Et donc, à partir de là... Ah, effectivement, oui. Oui, à partir de là, chaque fois que les célébrités venaient, les gens me disaient, mais écoute, il faut aller à Hollywood parce qu'il y a chose... Il y a un show qu'on appelle Who Look Like Who, you know? Qui ressemble à qui? Voilà, qu'on pourrait me choisir comme Eddie Murphy. Donc, qui est ce célèbre acteur américain. Voilà, et ça, c'était dans le club du restaurant, ça se passait. Et chaque fois, je voyais aussi ceux qui venaient faire les showcases, tout. Et après, à partir de là-bas, c'est là que je croise ma ex-femme, qui était d'ailleurs dans le show business, qui était la présidente de Tofcan, la compagnie à Bob Marley. On a fait chemin ensemble et elle m'a guidé. Et puis bon, je suis allé avec mon expérience et puis bon, on a commencé à s'entraider. J'ai été embauché, d'abord j'ai fait l'internship avec Puff Daddy à Uptown Records. Donc après... Alors, Puff Daddy, qui est bien sûr ce chanteur-producteur américain. Yes, aujourd'hui c'est un des grands, c'est une légende. Bon, il faut dire que j'étais quand même avec lui, je le réveillais moi-même pour aller travailler parce que il avait choisi. Dans son staff, vous étiez très proche. Ouais, j'étais pas. Lui, il avait son staff. Et lui, il était au département hip-hop et R&B. Et moi, je faisais la world music. World music. Voilà. Vous avez également eu à travailler avec Heavy D. Qui n'est plus aujourd'hui, mais... Qui n'est plus paix à son âme. Heavy D, il faut dire que Panfi était sur ce département-là où il était à Puff Daddy. Nous, on ne connaît pas intimement, donc Panfi, c'est son petit nom? Panfi, c'est son petit nom. Et il manageait en même temps Heavy D. Heavy D. Et moi, je lui donnais un coup de main de temps en temps quand on développait le street team ensemble. Le street team, c'est quoi? Le street team, c'est-à-dire qu'on développait des... Parce que New York, il y a 5 boroughs à New York, you know? Et donc, on envoyait une équipe. Dans l'équipe, on envoyait des éléments dans les 5 boroughs. Et c'est ce qui est street team.
pour essayer d'étouffer la ville quand il y a un album qui doit sortir. Pour faire plus de bruit. Et voilà, parce que le hip-hop, c'est ça, c'est ce qui se vend. Ils n'ont pas de bruit, tu ne peux pas vendre. Surtout, ce n'est pas seulement le hip-hop, mais la musique. C'est-à-dire le côté marketing et la promotion. On développe ça. Et puis, on a une équipe sur le terrain qui fait le street. Chaque nuit, ils sont dehors, ils font leur boulot. Ils vont de club en club. Puis voilà, et nous, on allait sur le terrain aussi les superviser pour voir si réellement ces gens-là faisaient leur boulot, quoi. Et c'est dans ce club-restaurant que vous avez rencontré Puff Daddy? Non, Pamphile, on s'est croisés à Uptown Record. Lorsque j'ai décidé de... Quand on m'a pris pour être, je ne sais pas comment on appelle, internship ici en français, stagiaire. Être stagiaire à Uptown. Et Pamphile aussi était stagiaire là-bas. D'accord. Donc c'est après que chacun de nous sommes allés pour créer notre structure à nous-mêmes. Donc lui, il a créé Bad Boy Entertainment et moi, j'ai créé Africa and the World Music. D'accord. C'est-à-dire l'Afrique et le monde musical. Et je les mets ensemble et j'ai commencé. Chacun maintenant était son propre boss. Mais des fois, on se retrouvait pour pouvoir s'encourager dans le seul club qu'on appelait à l'époque Kilimanjaro, qui appartenait à un Kenyan. Et Pamphile faisait ses jours et moi je faisais mes jours aussi sur le développement musical. Voilà, donc, mais je pense qu'il a bien choisi parce qu'une fois on s'est croisés, il m'a dit look at what I got. Tu comprends? Donc, ça c'est le hip-hop qui lui est donné. Et moi, j'ai essayé de persister, je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, je ne dis pas que je suis le meilleur promoteur de la musique africaine, mais quand même, aux États-Unis, j'ai eu quand même pas mal de trophées et non, de reconnaissance. Alors, on va y arriver justement. Il y a énormément d'artistes ivoiriens et des artistes africains qui vous doivent le fait d'être allés aux États-Unis, d'avoir eu l'opportunité de tourner et de se faire connaître là-bas. Oui, effectivement, ils sont plusieurs. Le premier d'entre eux, Gadji Seli. Oui, Gadji Seli, j'ai commencé un truc avec lui. Je peux dire que voilà, ma structure, j'ai commencé avec Gadji, Ismaël Isaac, Ahmed Faras. Chose de Tina Spencer qu'on appelle Tina Glamour, je ne sais pas si c'est Glamour ou l'autre. Voilà, et à part eux, aujourd'hui, quand même, je tourne avec une des méga stars mondiales du reggae, qui est Alpha Blondy. Tu vois que je travaille sur ces éléments depuis 1998 et ça avance. Mais j'ai vu Alpha venir déjà en 1988-1989. C'est la première tournée américaine. Aujourd'hui, c'est un plaisir de travailler pour lui parce que, quelque part, c'est lui qui fait la fierté de l'Afrique quand il tourne avec les Youssou N'Dour, les Salif Keïta, Oumou Sangaré, les consorts. Alors, je vois ici Antoinette Alani, Alice Sofa, Monique Seka, Nayan Kapel et puis Jocelyne Labille. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, vous allez même recruter des valeurs même Kodjon Tu, Pierrette Adams, pas mal, Papa Wemba, tout. Salif Keïta, Luki Dabé. Là que DBP a son nom, mais j'ai organisé son dernier show avant sa mort. Sa dernière tournée, c'est moi qui je le faisais tourner. Et puis après, là, quand il est parti, voilà, c'était un au revoir. Donc, il y a tout ça. Baba Mal, Cheklo, Youssou N'Dour, tout. Pas mal d'artistes, il y a plein d'artistes que je me rappelle même pas. Des fois, c'est ces artistes même qui m'appellent pour me dire vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tout. Et souvent, lorsque c'est le cas, est-ce que ça signe le début d'une carrière vraiment d'envergure internationale? C'est vraiment le point de départ pour eux? Oui, il y a beaucoup d'artistes que je cite quand même, c'est un point de départ. Et moi, je pense que Alpha, il est venu d'ici. Et non, j'ai commencé à faire chemin avec lui, mais il avait déjà commencé. Je pense que
Lui, il a reconnu ma valeur. Et puis, on a travaillé ensemble sur l'album Isaac Rabin, dont ma ex-femme a signé l'album parce qu'Alpha avait fini son contrat avec EMI et EMI. Et donc, il était question d'avoir un autre contrat. J'ai approché Alpha pour lui dire qu'il est grand. Et en quittant EMI, il fallait attraper un label qui était encore costaud. D'accord. Voilà, même si Tough Gang n'était pas plus costaud que EMI, mais Tough Gang a un nom par rapport à EMI à cause de Bob Marley. Parce que c'est la compagnie à Bob. Donc Alpha a accepté de signer et il a été le plus grand vendeur de l'histoire de Tough Gang. Il a même vendu que Julian Marley, Damien Marley, qui étaient dans le label. Ah bon? Oui. Et cet album nous amenait même à aller compétir les Grammy. You know? Voilà. Donc comme c'est la chance d'arriver là-bas, ils ont préféré prendre l'année-là, je crois, Bernie Spears au bout du Bantan, un truc comme ça. Voilà. Sinon, Alpha, quand même, c'est une légende et puis il fait la fierté de la Côte d'Ivoire et moi, je suis vraiment content pour lui. Tout à fait. D'accord. Nous allons faire une courte pause. Bon, vous savez, c'est votre pays, hein, qu'il y a une campagne de communication depuis pas mal de temps déjà sur Ebola. Sur Ebola, donc nous avons une courte pause. C'est un spot à ce sujet, puis on revient pour poursuivre l'entretien. No problem. Merci.